Imaginez une ville médiévale à la tombée de la nuit. Les cloches des églises ont cessé de sonner, les marchés se sont vidés, les artisans ont fermé leurs échoppes. Dans les rues pavées, il ne reste plus que des pas pressés, quelques rires étouffés, des lanternes vacillantes. Mais à l'écart des grandes places, derrière des façades discrètes ou sous des enseignes peintes de symboles étranges, une autre vie s'éveille. Les maisons closes ouvrent leurs portes, attirant ceux qui viennent chercher ce que la société interdit en public, mais tolère dans l'ombre. Ces lieux, mi-clandestins, mi-officiels, fascinaient autant qu'ils scandalisaient. Et pourtant, ils faisaient partie intégrante du tissu social des villes médiévales. On a souvent une vision romancée de ces maisons, des rires, du vin, des femmes parées de soieries séduisant des chevaliers en quête d'aventure. La réalité, comme toujours, était bien plus complexe. Les bordels médiévaux n'étaient pas seulement des lieux de plaisir. Ils étaient aussi des espaces de misère, de contrôle, d'hypocrisie sociale. Les femmes qui y travaillaient n'étaient pas des héroïnes de romans, mais des vies brisées, contraintes par la pauvreté, la dette ou la force. Elles étaient surveillées, taxées, parfois protégées, souvent méprisées. Et pourtant, dans leurs murs se jouait une part importante de la vie urbaine. Une soupape pour les désirs masculins, un marché toléré par les autorités, une réalité que ni l'Église ni les seigneurs n'ont jamais pu totalement abolir. Entrer dans un bordel médiéval, c'était pénétrer dans un monde parallèle. Les odeurs de vin bon marché et de sueur se mêlaient au parfum bon marché des femmes, qui tentaient de masquer la fatigue derrière des sourires peints. Les murs vibraient de chansons grivoises, de rires forcés, parfois de disputes violentes. Les clients venaient de toutes les classes sociales. Le paysan de passage pour la foire, l'étudiant en quête d'expérience, le soldat en permission, le marchand ivre de ses profits, parfois même le moine ou le prêtre, malgré les interdits. Tous franchissaient la même porte, la bourse à la main, convaincus d'acheter pour quelques pièces un moment d'oubli. Mais derrière ces murs, ce n'était pas seulement le désir qui circulait. C'étaient aussi les maladies, les secrets, les rumeurs. Les bordels étaient des lieux de confidence et de commérage. Les puissants y perdaient parfois leur réputation, les pauvres leurs derniers sous. La ville entière savait où ils se trouvaient et chacun feignait de détourner le regard tout en sachant qu'ils faisaient partie de l'ordre établi. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'existence de ces maisons était encouragée par les autorités. Les seigneurs et les magistrats préféraient que les hommes fréquentent les bordels plutôt que de troubler l'ordre public ou de corrompre les femmes dites respectables. L'hypocrisie tenait lieu de politique. Pourtant, malgré cette tolérance institutionnelle, les prostituées restaient méprisées. Elles étaient exclues des cérémonies religieuses, cantonnées aux marges de la société. On les appelait femmes communes, filles publiques. Elles n'avaient pas droit au mariage, rarement au respect, presque jamais à la rédemption. Et cependant, sans elles, l'équilibre fragile des sociétés médiévales se serait fissuré. Leur existence permettait aux autres femmes, celles des foyers et des familles, d'être épargnées du désir masculin considéré comme incontrôlable. Les prostituées portaient sur elles un fardeau collectif, celui de détourner, pour quelques heures, la violence des hommes ailleurs. C'est ce paradoxe à la fois sombre et fascinant que nous allons explorer ensemble. Nous allons plonger derrière les portes closes de ces maisons, découvrir à quoi elles ressemblaient, comment on y vivait, qui les fréquentait. Nous allons comprendre pourquoi elles furent tolérées, comment elles enrichissaient les villes tout en détruisant des vies. Nous évoquerons les rumeurs sulfureuses, les scandales politiques, les maladies qui s'y propageaient. Et nous verrons aussi comment certaines femmes, les courtisanes de haut rang, parvinrent à transformer cette condition en une forme de pouvoir, fragile mais réelle. Ce voyage ne sera pas une simple évocation croustillante. Il sera aussi une plongée dans les contradictions du Moyen-Âge. Une époque où l'on construisait des cathédrales en prêchant la vertu, tout en remplissant les caisses publiques grâce aux taxes des bordels. Une époque où l'on chantait la pureté de la Vierge Marie, tout en tolérant l'existence de maisons closes aux portes des églises. Une époque où la société condamnait les prostituées tout en les utilisant comme boucliers invisibles pour préserver l'honneur des bonnes familles. Alors, installez-vous confortablement. Laissez la voix de cette histoire vous guider dans les ruelles sombres et les maisons closes aux lanternes rouges avant l'heure. Car ce qui se passait dans les bordels médiévaux n'était pas seulement une affaire de chair, mais aussi une affaire de pouvoir, de survie, de société. Et c'est ce mélange d'ombre et de lumière, de désir et de désespoir que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de franchir cette porte, laissez-moi vous demander une chose. Si ces récits vous passionnent, si vous aimez explorer ces zones d'ombre de l'histoire qui révèlent tant sur nos sociétés passées, abonnez-vous à cette chaîne. C'est une manière de soutenir ce travail, mais aussi de faire grandir une communauté de passionnés qui, comme vous, aiment écouter ces histoires apaisantes pour s'endormir ou réfléchir.
Et dites-moi en commentaire, d'où écoutez-vous ce récit? J'aime imaginer que ces histoires voyagent, traversent des villes et des continents pour venir jusqu'à vous, là où vous êtes. Maintenant, le voile est soulevé. Entrons ensemble dans ces lieux interdits et fascinants. Derrière chaque porte fermée, il y a une vérité, un mensonge, un secret. Ce voyage commence ici. Pour comprendre l'existence des bordels médiévaux, il faut d'abord se replacer dans un monde où la sexualité, loin d'être libre ou romantique, était perçue comme une force dangereuse, presque incontrôlable. Les autorités religieuses et politiques craignaient ce désir masculin qu'elles jugeaient insatiable. L'Église prêchait la chasteté, la fidélité, l'abstinence hors mariage. Mais derrière les sermons, les réalités de la chair demeuraient. Les hommes cherchaient ailleurs ce que la morale leur refusait. Et peu à peu, une idée étrange, presque paradoxale, s'imposa. Plutôt que de lutter frontalement contre le désir, il valait mieux l'encadrer, le canaliser. C'est ainsi que naquirent les premiers bordels institutionnalisés, tolérés, parfois même encouragés. Dès le XIIe siècle, dans les grandes villes européennes en pleine expansion, on voit apparaître des quartiers dédiés à la prostitution. Les populations augmentent, les marchés prospèrent, les foires attirent des foules de marchands, de pèlerins, de soldats. Ces brassages d'hommes seuls, souvent loin de leur famille, créaient une demande constante. Les bordels s'installèrent naturellement près de ces lieux de passage, dans des ruelles discrètes mais faciles d'accès. Peu à peu, ils cessèrent d'être seulement clandestins. Les villes comprirent qu'elles pouvaient les contrôler, et surtout en tirer profit. L'exemple le plus frappant se trouve à Toulouse, où dès le XIIIe siècle, un grand bordel public fut mis en place sous l'autorité municipale. On l'appelait la maison des filles publiques, et il était géré directement par la ville, qui y prélevait des taxes régulières. Les autorités justifièrent cette organisation en affirmant qu'elle protégeait la société. Mieux valait que les hommes assouvissent leurs désirs dans un lieu prévu à cet effet, plutôt que de troubler les foyers respectables ou de commettre des violences dans les rues. Le bordel devenait une soupape sociale, une manière de maintenir l'ordre public. Cette logique se répandit dans toute l'Europe. À Avignon, à Paris, à Londres, on désignait des quartiers précis où la prostitution était tolérée. Les bordels avaient parfois des enseignes visibles, ornées de symboles évocateurs. Un cygne, une grappe de raisin, une lanterne rouge avant l'heure. Mais ils étaient aussi strictement encadrés. Les femmes devaient porter des vêtements distinctifs, souvent des rubans ou des voiles colorés, pour être reconnaissables. Elles étaient exclues des églises, des processions religieuses, mais autorisées à exercer dans leurs maisons closes. Le paradoxe était complet. Rejetées publiquement, mais utilisées discrètement. L'Église, loin de les abolir, joua un rôle ambigu. Saint Augustin, déjà dans l'Antiquité tardive, affirmait que supprimer les prostituées, c'est troubler le monde de fond en comble. Mieux valait tolérer le mal, disait-il, plutôt que de risquer un chaos plus grand. Les théologiens médiévaux reprirent cette logique. Ils condamnaient la prostitution comme un péché, mais considérèrent son existence comme nécessaire. Les sermons tonnaient contre les femmes de mauvaise vie, mais les prêtres fermèrent les yeux, parfois même participaient en secret à ces lieux. Cette hypocrisie devint une norme sociale, un équilibre étrange entre morale affichée et tolérance cachée. Dans les villes, les bordels avaient aussi une utilité économique. Les municipalités imposaient des taxes sur les maisons closes, considérées comme une source de revenus. Les seigneurs percevaient des droits de passage, des loyers, des amendes. Les maisons closes, en retour, stimulaient l'activité des tavernes, des auberges, des marchands de vin et de vêtements. Elles faisaient partie intégrante de l'économie urbaine. Certaines villes allaient même jusqu'à réglementer le prix des passes afin d'éviter les abus et de maintenir une forme d'équité. Ainsi, ce qui était officiellement un péché devint une institution encadrée et rentable. Les origines des bordels médiévaux révèlent donc un paradoxe profond. D'un côté, une société obsédée par la morale, la pureté, la virginité, la fidélité conjugale. De l'autre, une acceptation pragmatique de la prostitution comme un mal nécessaire. Ce paradoxe s'explique par la peur, peur du désordre, peur des violences sexuelles incontrôlées, peur du scandale qui toucherait les familles respectables. Le bordel devenait un espace où canaliser ses peurs, en les enfermant derrière des murs et en les taxant. Mais il ne faut pas croire que cette organisation protégeait les femmes qui y travaillaient. Bien au contraire, les prostituées étaient surveillées, contrôlées, marquées par la honte. Les autorités les toléraient uniquement parce qu'elles servaient un intérêt collectif. Leur vie individuelle n'avait aucune valeur aux yeux des puissants. Elles étaient des corps à disposition, une fonction sociale, et non des personnes.
Leur marginalisation était la condition même de la tolérance. Ainsi, les origines des bordels médiévaux nous plongent dans une contradiction qui traversa tout le Moyen Âge. Une société qui prêchait la vertu, mais bâtissait ses villes avec des quartiers entiers dédiés au vice. Une église qui condamnait le péché, mais tirait profit de sa persistance. Des seigneurs qui imposèrent des règles sévères aux femmes, mais leur faisaient payer de leur corps le maintien de l'ordre public. Derrière chaque enseigne, derrière chaque porte close, se jouait ce compromis étrange entre morale et réalité. C'est dans ce contexte que s'ancra l'institution des maisons closes. Elles ne naquirent pas d'une déviance marginale, mais d'une décision politique et religieuse consciente. Elles devinrent un élément stable du paysage urbain, aussi connu que les marchés, les tavernes ou les églises. Et cette tolérance paradoxale allait durer des siècles, malgré les scandales, malgré les maladies, malgré les cris des femmes qui y étaient enfermées. Quand on évoque les bordels médiévaux, il ne suffit pas d'imaginer une simple maison où s'échangèrent des services charnels. Ces lieux avaient une identité particulière, une architecture, une atmosphère. Ils n'étaient ni tout à fait des tavernes, ni tout à fait des foyers, mais un mélange des deux, enveloppé de secrets et de scandales. Entrer dans un bordel médiéval, c'était franchir une frontière vers un monde parallèle où la morale des rues s'effaçait derrière des murs peints de symboles suggestifs. Les bordels se trouvaient rarement au cœur des cités, près des cathédrales ou des marchés respectables. On les plaçait dans des quartiers à l'écart, souvent proches des remparts, des ports ou des zones de passage. À Paris, la rue du Poirier et la rue Glatigny étaient connues pour leurs maisons de tolérance. À Londres, Southwark, sur la rive sud de la Tamise, devint le quartier de prédilection. Ces espaces avaient une réputation bien établie. Celui qui s'y aventurait savait ce qu'il venait y chercher. Et même si les sermons des prêtres condamnaient ces lieux, tout le monde connaissait leur emplacement. L'extérieur des bordels était souvent discret, mais portait des signes distinctifs. Certaines maisons affichèrent des enseignes peintes représentant un animal ou un objet, un cygne, une couronne, une grappe de raisin. Ces symboles permettaient d'indiquer la fonction du lieu sans mots explicites, car la pudeur officielle interdisait d'écrire ce qui s'y pratiquait. La nuit, des lanternes marquèrent parfois l'entrée, guidant les clients dans des ruelles sombres. Mais derrière cette façade, chaque bordel avait sa propre identité. Certains étaient misérables, à peine différents d'une étable, tandis que d'autres, surtout dans les grandes villes, tentaient d'imiter l'apparat des tavernes avec des bancs, des nappes, parfois même des tentures colorées. À l'intérieur, l'ambiance était un mélange de chaleur et de chaos. L'entrée donnait généralement sur une salle commune où les clients étaient accueillis. On y trouvait des bancs grossiers, quelques tables, un feu de cheminée si la maison était prospère. Le vin coulait à flots, car l'alcool était un compagnon indispensable de ces rencontres. On buvait pour oublier la fatigue, pour se donner du courage, pour masquer la gêne. Cette salle d'accueil résonnait de rires forcés, de chansons grivoises, de disputes parfois violentes. Les clients ne venaient là pas seulement pour acheter des corps, mais aussi pour chercher une ambiance, un défoulement. Les chambres, elles, étaient bien plus sombres. Souvent étroites, aux lits rudimentaires, avec des matelas de paille ou de laine usée, elles servaient de décor à des scènes répétées des centaines de fois. Certaines maisons, plus riches, possédaient plusieurs étages, avec des pièces réservées aux clients aisés. On y trouvait des draps plus propres, des tentures aux murs, un semblant de confort. Mais pour la majorité, les conditions étaient misérables. Des odeurs de sueur, des couvertures sales, des murs humides. Ces lieux n'avaient rien de romantique. Ils étaient pratiques, fonctionnels, voués à l'échange rapide et répétitif. Chaque bordel avait sa propre organisation. La tenancière, parfois appelée abbesse par ironie, dirigeait la maison. C'était elle qui collectait l'argent, surveillait les filles, imposait les règles. Elle connaissait chaque client, chaque habitude, chaque dette. Dans certains cas, elle avait été elle-même prostituée avant de monter en grade. Sa parole faisait loi entre ses murs. Les prostituées, elles, obéissaient à ses ordres, mais aussi aux contraintes imposées par la ville. Elles devaient se soumettre à des règlements, porter des vêtements distinctifs, parfois payer des taxes pour avoir le droit d'exercer. Leur quotidien était réglé comme une mécanique implacable. Ce qui frappait aussi, c'était la promiscuité. Dans de nombreuses maisons, plusieurs clients pouvaient se trouver dans la salle commune, boire, discuter, choisir parmi les femmes présentes. Il n'y avait pas toujours de véritable intimité. Les chambres rudimentaires étaient séparées par de simples cloisons, laissant passer les bruits. Les bordels médiévaux n'étaient pas des refuges discrets, mais des lieux bruyants, partagés, où le désir se mêlait au vacarme. Les chansons populaires, souvent obscènes, accompagnaient ces soirées. Les disputes éclataient entre clients ivres.
parfois entre prostituées elles-mêmes, rivalisant pour attirer une bourse plus pleine. Dans certains cas, les bordels tentaient pourtant de donner l'illusion d'un raffinement. Les courtisanes de haut rang, installées dans des maisons particulières, recevaient leurs clients dans des pièces décorées de tapisseries, avec de la vaisselle en étain ou en cuivre, des musiciens jouant du luth ou de la vielle. Mais ces lieux restaient réservés aux riches marchands, aux nobles ou aux clercs influents. La grande majorité des maisons closes n'offraient rien de tel. Elles étaient des lieux de survie, où la misère se cachait derrière quelques voiles colorés. L'odeur constituait une signature de ces maisons. On parlait de parfums bon marché, d'herbes brûlées pour masquer la puanteur, de vin renversé, de fumée de cheminée. Ces effluves s'accrochaient aux vêtements des clients, et beaucoup tentaient de les dissimuler en sortant, craignant d'être reconnus. Car si les bordels étaient tolérés, leur fréquentation restait entourée d'une aura de honte. Les hommes pouvaient y entrer facilement, mais ils n'aimaient pas qu'on le sache. Cette hypocrisie faisait partie du jeu. La société fermait les yeux, tant que tout restait dissimulé derrière des murs. Les prostituées elles-mêmes étaient visibles dès l'entrée. Assises sur des bancs, parfois alignées comme des marchandises, elles devaient attirer l'attention des clients. Certaines portaient des couleurs vives, imposées par la loi pour signaler leur statut. D'autres maquillaient leur visage avec des poudres grossières. Leur sourire était souvent forcé, car il fallait séduire pour survivre. Leur regard en disait plus long que leurs mots. Fatigue, résignation, parfois colère. Le bordel n'était pas un lieu de plaisir partagé, mais un espace de survie où les femmes se vendaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les bordels médiévaux n'étaient pas seulement des lieux physiques, mais aussi des théâtres sociaux. Chaque détail, des enseignes aux chansons, racontait une histoire. Il représentait la face cachée des villes médiévales, une réalité que tout le monde connaissait mais que personne n'osait afficher au grand jour. Les façades discrètes, les ruelles sombres, les lanternes allumées la nuit constituaient le décor d'un monde parallèle, aussi réel que les marchés ou les cathédrales. Ainsi, les maisons closes n'étaient pas seulement des lieux de chair, mais des miroirs de la société médiévale. Elles reflétaient ses contradictions, ses hypocrisies, ses injustices. On y voyait la richesse des uns et la misère des autres, la tolérance affichée et la condamnation publique, le besoin d'ordre et la recherche du plaisir. Derrière chaque porte se cachait une histoire, derrière chaque mur une vérité. Ces lieux n'étaient pas des anecdotes, mais des institutions. Ils faisaient partie du paysage urbain, de l'économie, de la morale tordue d'une époque où le vice se vendait à ciel ouvert, mais sous l'œil hypocrite de la vertu. Si l'extérieur des bordels médiévaux pouvait parfois paraître animé, festif ou même attirant pour les clients, l'intérieur de la vie des femmes qui y travaillaient était tout autre. Derrière les sourires contraints, derrière les vêtements colorés, se cachait une existence marquée par la fatigue, la dépendance et la peur. Être prostituée au Moyen-Âge, ce n'était pas seulement vendre son corps, c'était vivre en marge de la société, enfermée dans un rôle méprisé, sans presque aucune chance d'en sortir. La plupart des femmes qui entraient dans les bordels n'y allèrent pas par choix. Beaucoup étaient poussées par la misère. Dans les campagnes, lorsqu'une famille ne pouvait pas nourrir toutes ses filles, certaines étaient envoyées en ville, où elles finissaient par tomber entre les mains de tenancières. D'autres étaient de jeunes veuves, privées de ressources après la mort de leur mari. Certaines, plus tragiquement encore, avaient été trompées par des promesses de travail comme servantes ou couturières et se retrouvaient piégées dans les maisons closes. Leur entrée dans la prostitution se faisait rarement par désir, presque toujours par contrainte économique ou sociale. Une fois intégrées au bordel, leur quotidien était réglé comme une mécanique. Le matin, elles se préparaient pour recevoir les clients, se laver sommairement, ajuster leurs vêtements, parfois se maquiller avec des poudres rudimentaires. Elles devaient paraître séduisantes malgré la fatigue et la maladie, car leur survie dépendait de leur capacité à attirer. Mais derrière cette façade, leur corps était souvent marqué. Cicatrices, infections, traces d'épuisement. Les règles imposées par les autorités obligèrent parfois les prostituées à porter des signes distinctifs, comme des rubans colorés ou des voiles spécifiques, qui les stigmatisaient davantage encore dans la rue. La journée se déroulait entre attente et obligation. Dans les maisons plus fréquentées, les clientes défilaient sans répit, laissant peu de répit aux femmes. Elles pouvaient recevoir plusieurs hommes par jour, parfois une dizaine lors des périodes de foire ou de fêtes. Le soir, l'ambiance devenait plus bruyante. Vin, chansons, bagarres. Les prostituées devaient alors jouer un rôle social autant que charnel, flatter les clients, rire à leurs plaisanteries, feindre une complicité. Leur fatigue était invisible, car elles n'avaient pas le droit de repousser. Le refus n'était pas une option, leur survie dépendait de leur soumission. L'argent qu'elles gagnaient ne leur revenait pas toujours.
Une grande partie allait à la tenancière, qui prélevait ses parts sur chaque client. Certaines femmes s'endettaient dès leur entrée dans le bordel, car elles devaient payer pour leurs vêtements, leur nourriture, leur logement. Cette dette devenait une chaîne invisible. Même si elles voulaient fuir, elles ne pouvaient pas, car elles devaient encore de l'argent. Beaucoup restaient prisonnières de ce cercle vicieux, où elles travaillaient sans jamais accumuler assez pour espérer sortir. La violence faisait partie de leur quotidien. Elle venait des clients, souvent ivres, parfois brutaux. Elle venait des autorités, qui les surveillaient, les arrêtaient en cas de trouble. Elle venait aussi des tenancières, qui n'hésitaient pas à punir celles qui refusaient d'obéir. Une prostituée pouvait être battue, insultée, rejetée sans que personne ne prenne sa défense. La société la méprisait trop pour lui accorder justice. Et si elle tombait malade, elle devenait inutile. Certaines étaient chassées du bordel, abandonnées à la rue, condamnées à mendier ou à mourir seules. La maladie, en effet, était l'autre grande compagne de ces femmes. Bien avant que la syphilis ne ravage l'Europe à partir du XVe siècle, d'autres infections circulaient déjà largement. Les maladies vénériennes affaiblissaient les corps, provoquaient douleur, stérilité, parfois la mort. Mais au-delà de ces infections, les prostituées souffraient aussi de malnutrition, d'épuisement, de blessures non soignées. Leur santé était fragile, et les soins médicaux rares. Les guérisseuses faisaient ce qu'elles pouvaient avec des herbes, mais rien ne compensait la dureté de leurs conditions. La solitude pesait aussi lourdement. Les prostituées n'avaient pas le droit de participer à la vie religieuse. Elles étaient exclues des sacrements, parfois interdites d'enterrement en terre consacrée. Elles ne pouvaient pas se marier, ou alors seulement avec des hommes marginalisés. Leur réputation les suivait partout. Même si elles quittaient le bordel, leur passé restait inscrit sur leur visage, dans les rumeurs, dans les mémoires. Beaucoup finissaient isolés, sans famille, rejetés par la communauté. Pourtant, au milieu de cette misère, certaines femmes parvenaient à développer des formes de solidarité. Dans les maisons closes, elles formaient parfois de petites communautés, partageant leurs maigres ressources, se soutenant dans les moments de violence. Certaines protégèrent les plus jeunes, leur apprenant les gestes de survie, les mettant en garde contre les clients les plus dangereux. Ces liens fragiles étaient une lueur dans un monde hostile. Mais ils ne suffisaient pas à effacer le poids du quotidien. Il existait aussi une hiérarchie parmi les prostituées. Les plus pauvres, celles de la rue, travaillaient dans les pires conditions, à même les ruelles, dans des abris précaires, pour quelques pièces seulement. Les femmes des bordels publics avaient un peu plus de stabilité, mais restaient soumises à une discipline stricte. Au-dessus, les courtisanes, rares et admirées, vivaient dans un univers très différent. Elles fréquentaient les riches marchands, les nobles, parfois même les rois. Mais elles étaient l'exception, non la règle. La majorité des prostituées restaient prisonnières de la pauvreté et de l'humiliation. Leurs histoires individuelles se sont rarement transmises. Les archives parlent plus souvent des bordels que des femmes elles-mêmes. Leurs voix se sont éteintes sans écho, noyées dans le mépris. Mais on devine, à travers quelques rares témoignages, la lassitude, la douleur, le sentiment d'être condamnées à une vie sans issue. Elles savaient qu'elles n'étaient pas considérées comme des êtres humains à part entière, mais comme des instruments pour satisfaire les désirs des autres. Ainsi, la vie quotidienne des prostituées médiévales n'avait rien du fantasme que l'on pourrait imaginer. C'était une existence marquée par la contrainte, la dette, la violence. Elles vivaient dans un monde où leur corps ne leur appartenait pas, où leur avenir était bouché, où leur nom disparaissait dès qu'elles cessaient d'être utiles. Elles étaient des silhouettes dans les ruelles sombres, des ombres dans les registres municipaux, des vies consumées dans l'anonymat. Et pourtant, leur rôle fut central dans l'équilibre de la société médiévale. Sans elles, les tensions auraient explosé ailleurs. Elles étaient les invisibles piliers d'un ordre hypocrite, tolérés parce qu'elles servaient, méprisés parce qu'elles rappelèrent le vice. Leur quotidien raconte mieux que tout autre aspect ce que signifiait vivre en marge au Moyen-Âge. Être indispensable mais rejeté, utilisé mais jamais respecté, vivante mais presque effacée de l'histoire. Derrière les portes closes des maisons médiévales, il n'y avait pas seulement des femmes en quête de survie, mais aussi une foule d'hommes aux profils variés. Les bordels n'étaient pas fréquentés par un seul type de client, mais par toute une mosaïque sociale. Paysans, artisans, marchands, étudiants, soldats, nobles, religieux même, tous pouvaient franchir le seuil. Ces lieux constituaient une sorte de carrefour social, un espace paradoxal où se croisaient des hommes qui, dans la vie quotidienne, ne se seraient jamais assis à la même table. Les paysans et les ouvriers constituaient une part importante de cette clientèle. Après une longue journée dans les champs ou sur les chantiers,
après avoir reçu leur maigre salaire, certains choisissaient de le dépenser dans le vin et les prostituées. Pour eux, le bordel représentait une échappatoire à la dureté de la vie quotidienne. C'était l'illusion d'un moment de plaisir, d'un fragment de chaleur humaine acheté à crédit de leur pauvreté. Ils ne pouvaient pas s'offrir les maisons de luxe, mais ils fréquentèrent les bordels les plus simples, ceux où quelques pièces suffisaient à franchir la porte. Leur pas résonnait dans les ruelles sombres, et leur absence, souvent, passait inaperçue dans la foule des anonymes. Les artisans et les marchands formaient une autre catégorie de clients. Ceux-ci avaient davantage de moyens, et leur présence dans les maisons closes était régulière. Les tavernes et les bordels étaient pour eux des lieux de détente après les affaires, des endroits où conclure une transaction ou fêter une vente. On raconte que certains marchands invitaient même leurs collègues à les suivre dans ces maisons, comme on les inviterait aujourd'hui à un banquet. Les maisons closes faisaient partie de leur réseau social. Elles étaient des lieux de rencontre autant que de débauche, et les discussions qui s'y tenaient pouvaient parfois influencer des décisions économiques. Les étudiants, surtout dans les villes universitaires comme Paris ou Bologne, fréquentaient eux aussi ces lieux. Loin de leur famille, jeunes, souvent pauvres mais avides de découvrir la vie, ils se rendaient dans les maisons closes pour ce qu'ils appelaient l'expérience. Les textes médiévaux font parfois mention de ces visites étudiantes, décrites avec une pointe d'humour grivois. Mais derrière les rires, il y avait une dure réalité. Ces jeunes hommes contribuaient aussi à entretenir un système qui exploitait les femmes les plus vulnérables. Les soldats, eux, étaient parmi les clients les plus visibles. Après des campagnes de guerre, après des mois loin de chez eux, ils cherchaient dans les bordels un exutoire à la violence accumulée. Les autorités elles-mêmes encouragèrent parfois cette fréquentation, voyant dans les maisons closes un moyen de canaliser l'énergie brutale des armées. Dans certaines villes, les bordels prospéraient particulièrement lors du passage des troupes. Mais la présence des soldats apportait aussi son lot de brutalité. Ivres, habitués à imposer leur force, ils figuraient parmi les clients les plus dangereux pour les prostituées. Les nobles et les chevaliers ne dédaignaient pas non plus ces lieux. Si leur château leur offrait luxe et confort, l'anonymat des bordels leur permettait d'assouvir des désirs qu'ils ne pouvaient pas satisfaire dans leur entourage immédiat. Certains nobles venaient par curiosité, d'autres pour la diversité, d'autres encore pour braver l'interdit. On sait que des maisons closes de luxe étaient fréquentées par les élites, où des courtisanes raffinées offraient non seulement leur corps, mais aussi leur conversation, leur musique, leur esprit. Dans ces lieux, l'échange dépassait parfois l'acte sexuel pour devenir un jeu de séduction et de pouvoir. Ce qui choque peut-être davantage, c'est la présence de religieux parmi les clients. Malgré leurs vœux de chasteté, malgré leurs sermons contre le vice, nombre de prêtres, de moines ou de clercs franchissaient les portes des bordels. Les archives regorgent de plaintes et de récits dénonçant cette hypocrisie. Des évêques durent rappeler à leurs prêtres de ne pas fréquenter ces lieux, tant les rumeurs étaient nombreuses. Pourtant, la pratique continua. Certains hommes d'église justifiaient même leur présence en affirmant que ces femmes servaient de protection pour les autres. L'argument hypocrite revenait toujours. Mieux valait que les désirs s'éteignent dans un bordel que dans une maison respectable. Chaque client avait ses raisons. Pour certains, c'était le besoin brut, immédiat, sans fioriture. Pour d'autres, c'était un rituel social, presque une coutume. Pour d'autres encore, c'était l'attrait du scandale, le frisson d'enfreindre un interdit. Mais tous participaient à la même réalité, celle d'un commerce institutionnalisé, d'un système que la société condamnait en façade tout en le nourrissant dans l'ombre. L'ambiance dans les maisons closes reflétait cette diversité de clientèle. On pouvait y voir un paysan ivre côtoyer un marchand prospère, un étudiant rire à côté d'un chevalier, un moine boire avec un soldat. Ces scènes étaient inconcevables dans la vie quotidienne, où chaque classe sociale restait bien séparée. Mais dans l'ombre des bordels, l'argent effaçait les barrières. Seul comptait le prix payé. Pour les prostituées, cette diversité n'était pas un gage de sécurité. Elle signifiait au contraire une adaptation constante. Elles devaient rire aux plaisanteries grossières des ouvriers, flatter l'ego des marchands, se montrer raffinées pour les nobles, se taire devant les prêtres. Leur rôle changeait d'un client à l'autre, comme une pièce de théâtre répétée 1000 fois avec des dialogues différents. Elles n'avaient pas le droit de refuser, seulement celui de s'adapter. Les clients eux-mêmes ne considéraient pas ces femmes comme des partenaires, mais comme des marchandises. Leur regard reflétait l'hypocrisie d'une société qui les méprisait, mais qui continuait à les consommer. Et c'est peut-être là l'aspect le plus marquant. Ces hommes, quels qu'ils soient, trouvaient dans les bordels un espace de défoulement où leurs propres responsabilités disparaissaient.
Il pouvait là sortir en se pensant innocent, rejetant la honte sur les femmes. La prostituée portait le stigmate du vice, jamais le client. Ainsi, les clients des bordels médiévaux forment un miroir troublant de la société tout entière. Toutes les classes sociales s'y retrouvaient, toutes alimentaient ce système. Les sermons pouvaient condamner, les lois pouvaient restreindre, mais la réalité restait la même. Le désir masculin, qu'il vienne du plus pauvre des paysans ou du plus puissant des nobles, trouvait son exutoire derrière ces portes closes. Et ce faisant, il entretenait l'existence même des bordels, cette institution bâtie sur l'hypocrisie collective et la souffrance silencieuse des femmes. Dans une époque où l'Église dominait chaque aspect de la vie, des naissances aux enterrements, il pourrait sembler inconcevable que les maisons closes aient pu prospérer. Et pourtant, elles existaient, non seulement tolérées, mais parfois même organisées par les autorités qui brandissaient la croix. Ce paradoxe, à la fois choquant et révélateur, montre combien la relation entre bordel et religion fut intime, complexe et chargée d'hypocrisie. L'Église médiévale prêchait inlassablement la chasteté et condamnait la luxure comme l'un des 7 péchés capitaux. Les sermons du dimanche mettaient en garde contre les tentations de la chair, rappelaient aux fidèles que le corps devait rester pur, que le mariage seul légitimait l'union. Pourtant, dans les ruelles des mêmes villes où ces sermons résonnaient, les bordels accueillaient des foules d'hommes chaque soir. La contradiction était flagrante. Mais elle s'expliquait par une logique théologique étrange. Mieux valait tolérer un mal nécessaire que risquer un chaos plus grand. Dès saint Augustin, une idée s'était imposée dans la pensée chrétienne. Supprimer totalement la prostitution reviendrait à dérégler le monde. Selon lui, ces femmes représentaient une soupape indispensable, un moyen de canaliser les désirs masculins jugés incontrôlables. Le Moyen-Âge hérita de cette logique. Les théologiens affirmaient que certes, la prostitution était un péché, mais elle préservait les bonnes femmes, les épouses et les vierges, de la convoitise masculine. Le corps des prostituées devenait ainsi un bouclier, un sacrifice silencieux que la société acceptait. L'hypocrisie était totale. On condamnait ces femmes publiquement, mais on justifiait leur usage au nom de l'ordre collectif. Les clercs eux-mêmes n'étaient pas exempts de contradictions. De nombreux récits rapportent la fréquentation régulière des maisons closes par des moines, des prêtres, parfois même des évêques. Les universités médiévales, encadrées par l'Église, étaient situées dans des villes où la prostitution prospérait. À Paris, des chroniques racontent que les étudiants en théologie, futurs prêtres, faisaient partie des clients les plus assidus. Les autorités religieuses tentaient de rappeler à l'ordre, mais sans conviction réelle, car elles savaient qu'elles combattaient un comportement trop enraciné. Certains bordels étaient même établis près des cathédrales. À Avignon, ville papale, les maisons closes se trouvaient à quelques rues des palais religieux. Cette proximité illustre mieux que tout la duplicité du temps. D'un côté, les plus hautes autorités prêchaient la vertu. De l'autre, elles toléraient et taxaient les maisons du vice. Dans certaines cités, les revenus fiscaux des bordels contribuaient même à financer des œuvres pieuses. Ainsi, les pierres des cathédrales pouvaient être payées en partie par l'argent des prostituées. Cette relation ambivalente se traduisait aussi dans la manière dont la société traitait les prostituées. Elles étaient exclues des sacrements. Beaucoup ne pouvaient pas communier, ni recevoir une sépulture chrétienne. Pourtant, les mêmes prêtres qui leur refusaient ces droits acceptaient leur argent lors des confessions ou des dons. Certaines femmes, en fin de vie, offraient tout ce qu'elles possédaient à l'Église dans l'espoir d'obtenir le pardon. Le clergé acceptait ces legs, mais leur mémoire restait marquée par la honte. La religion imposait donc une double peine. Exploitées dans leur vie, elles restaient condamnées jusque dans la mort. Les sermons regorgèrent de comparaisons humiliantes. On décrivait les prostituées comme des vases brisés, des puits empoisonnés, des bêtes impures. Pourtant, ces discours servaient souvent à détourner l'attention de la responsabilité masculine. Le client n'était jamais décrit comme pécheur principal. La faute reposait toujours sur la femme, accusée de tentation et de corruption. C'était elle la cause du vice, même lorsqu'elle n'était que la victime d'une société qui l'avait poussée à vendre son corps. La religion justifiait ainsi une vision profondément misogyne, où le désir masculin restait légitimé et où la femme seule portait la faute. Mais il serait trop simple de voir l'Église uniquement comme un bourreau. Elle offrait parfois aussi une voie de rédemption. Certains couvents accueillaient d'anciennes prostituées, les intégrant dans des communautés religieuses. Des institutions charitables, souvent dirigées par des ordres féminins, tentaient de leur donner une nouvelle vie. Mais ces initiatives restaient marginales. Elles concernaient quelques femmes seulement, tandis que des milliers continuaient de vivre et mourir dans les bordels. L'immense majorité n'eut jamais accès à cette rédemption promise.
La peur des maladies contribua aussi à renforcer le lien entre religion et maisons closes. Lorsque des épidémies de syphilis et d'autres infections firent leur apparition, les prêtres y virent une punition divine. Les prostituées furent décrites comme des instruments du diable, diffusant le mal dans les corps des hommes. Les maladies, au lieu de susciter une compassion, servaient à confirmer les sermons. Le vice mène à la souffrance, disait-on, et celle qui l'incarne porte la malédiction en elle. Encore une fois, la responsabilité était reportée sur les femmes, jamais sur les clients. Ce paradoxe religieux eut une conséquence durable. Il installa une hypocrisie sociale qui perdura des siècles. On pouvait bâtir des cathédrales et des bordels dans la même rue. On pouvait excommunier des prostituées et encaisser leurs impôts. On pouvait condamner la luxure et en vivre. Cette duplicité ne choquait pas les contemporains, car elle était inscrite dans la logique du temps. Mais elle laisse aujourd'hui un goût amer, révélant la capacité d'une société à se contredire tout en prétendant défendre une vérité absolue. Ainsi, la relation entre bordel et religion ne fut pas seulement une cohabitation. Elle fut une alliance tacite, construite sur le silence, la tolérance et l'exploitation. Les femmes prostituées portèrent sur leurs épaules non seulement le poids du mépris, mais aussi celui de la justification théologique. Elles étaient vues comme un mal nécessaire, condamné mais utilisé, rejeté mais indispensable. Derrière les vitraux des églises et les murs des maisons closes se jouait le même drame, celui d'une société qui sacralisait la pureté tout en vivant de l'impureté. Lorsque l'on pense aux grandes forces économiques du Moyen-Âge, on imagine les marchés, les foires, les corporations d'artisans, le commerce du blé, du vin ou des épices. Mais il existe une autre réalité, plus discrète, souvent dissimulée dans les marges des chroniques, mais bien réelle. Les bordels faisaient partie intégrante de l'économie urbaine. Ces maisons, condamnées moralement, rapportaient pourtant de l'argent aux autorités, faisaient vivre des tavernes, employaient des dizaines de personnes. Dans l'ombre des cathédrales, derrière les façades des auberges, la prostitution alimentait les finances des villes médiévales. Les municipalités, conscientes de l'attrait constant des maisons closes, choisirent rapidement de les encadrer plutôt que de les combattre. Les interdictions totales étaient impossibles à faire respecter. Alors, les villes préférèrent imposer des règles, et surtout des taxes. Chaque maison close devait payer des droits pour exercer. Les tenancières versaient une redevance régulière, parfois hebdomadaire, parfois mensuelle, directement dans les caisses municipales. Ce revenu assuré et prévisible constituait une part non négligeable du budget de certaines cités. À Toulouse, au XIIIe siècle, la maison des filles publiques était gérée par la ville elle-même. Les profits alimentaient les finances municipales, servant à financer des travaux urbains, parfois même des œuvres pieuses. À Londres, dans le quartier de Southwark, les maisons closes étaient sous l'autorité directe de l'évêque de Winchester, qui en tirait un revenu considérable. On surnommait d'ailleurs les prostituées de ce quartier les filles de l'évêque, un signe éclatant de l'hypocrisie du système. Les prélats dénonçaient la luxure en chair, tout en profitant de son argent dans leur coffre. Ces revenus étaient d'autant plus précieux que les villes médiévales cherchaient constamment à financer leurs murailles, leurs ponts, leurs marchés. Taxer la prostitution représentait un compromis pragmatique, laisser exister un vice, mais en tirer un bénéfice pour l'ordre public. Cette logique renforça l'idée que les bordels étaient une institution à part entière, tolérée non par indulgence, mais par intérêt financier. Autour de ces maisons gravitait aussi une économie parallèle. Les tavernes prospéraient à proximité, vendant du vin et de la bière aux clients avant ou après leur passage. Les auberges hébergeaient les voyageurs venus pour les foires, qui finissaient par fréquenter les bordels. Les marchands de vêtements fournissaient aux prostituées des robes colorées, souvent imposées par la loi pour les distinguer des autres femmes. Les parfumeurs, les coiffeurs, les musiciens, tous trouvaient une clientèle dans ces lieux. Le bordel n'était pas seulement une maison close, il était un petit monde économique, avec ses fournisseurs, ses employés, ses profiteurs. Même les prostituées, malgré leurs conditions précaires, faisaient circuler de l'argent. Elles dépensaient leurs maigres revenus pour se nourrir, pour s'habiller, pour payer leur logement. Elles alimentaient les marchés locaux, participaient à la vitalité économique de leur quartier. Mais cet argent leur échappait presque toujours. La majorité allait aux tenancières, puis aux autorités. Les femmes restaient là prisonnières d'un cycle d'endettement qui les empêchait d'accumuler quoi que ce soit. Elles travaillaient pour survivre, mais aussi pour enrichir les autres. Les bordels étaient également liés au calendrier des foires et des pèlerinages. Lorsqu'une ville accueillait un grand événement religieux ou commercial, ces maisons closes connaissaient une activité intense. Les pèlerins de passage, malgré la ferveur spirituelle affichée, cédaient souvent à la tentation. Les marchands, venus de loin pour vendre leurs produits,
profitaient de ces moments pour dépenser une partie de leurs gains. Les bordels suivaient ainsi les rythmes économiques de la ville, connaissant des périodes de prospérité puis de calme. Ce rôle économique se voyait aussi dans l'emploi direct. Un bordel ne fonctionnait pas seulement avec des prostituées. Il fallait des cuisiniers pour préparer des repas, des servantes pour nettoyer, des hommes de main pour maintenir l'ordre, parfois même des musiciens pour animer les soirées. Tout un petit personnel gravitait autour de ces maisons, vivant de leurs activités. Même si leur rôle restait dans l'ombre, ces personnes bénéficiaient des revenus générés par la prostitution. Le bordel devenait ainsi un employeur indirect, aussi contestable soit-il moralement. Les autorités savaient qu'en fermant brutalement les bordels, elles risquaient de perdre bien plus qu'un lieu de débauche. Elles priveraient la ville de revenus, fragiliseraient tout un écosystème économique. Cette dépendance financière explique pourquoi, malgré les condamnations religieuses, les maisons closes prospérèrent pendant des siècles. La morale pliait devant l'argent. Mais cette prospérité avait un coût. Les bordels étaient aussi des lieux de propagation des maladies. Les épidémies, lorsqu'elles éclataient, affaiblissaient non seulement les prostituées, mais aussi les clients, qui rapportèrent le mal dans leur famille. La syphilis, au XVe siècle, fit des ravages à travers l'Europe, changeant la perception de ces lieux. Les autorités commencèrent à craindre les conséquences sanitaires de leur tolérance. Mais même alors, rares furent les villes qui abolirent complètement les bordels. Le revenu qu'ils rapportèrent restait trop précieux pour qu'on y renonce. Ainsi, les maisons closes faisaient partie intégrante du tissu économique des cités médiévales. Elles représentaient une hypocrisie collective, un mal toléré parce qu'il rapportait. Derrière chaque pierre posée sur une cathédrale, derrière chaque pont financé par les caisses municipales, se cachait parfois une part d'argent venue des bordels. Cette réalité dérange, mais elle révèle à quel point la prostitution fut enracinée dans la vie urbaine. Elle n'était pas seulement une pratique clandestine, elle était un rouage de l'économie, un mécanisme accepté, exploité, institutionnalisé. Et derrière ce paradoxe, on retrouve toujours la même vérité. Ce système profitait à tous, sauf à celles qui en étaient le cœur. Les prostituées, invisibles et méprisées, alimentaient une machine économique dont elles ne récoltaient presque rien. Leur corps était transformé en revenus, leur misère en taxes, leur souffrance en budget municipal. Dans cette logique froide, elles étaient réduites à des chiffres, des pièces de monnaie, des ressources comme le blé ou le vin. Le bordel, institution méprisée, devint pourtant un pilier invisible des économies médiévales. Si les bordels médiévaux faisaient partie intégrante de la vie urbaine, ils étaient aussi entourés d'un halo de rumeurs, de scandales et de dangers qui nourrissaient autant la fascination que la peur. Entrer dans ces lieux, c'était franchir une frontière invisible, celle du vice assumé, mais aussi celle du risque. Derrière les rires et les chants se cachaient des réalités bien plus sombres. Maladies incurables, violences, secrets compromettants et chutes sociales. Les maisons closes n'étaient pas seulement des espaces de plaisir, elles étaient aussi des foyers d'angoisse et de menaces. Les maladies représentaient le premier de ces dangers. Bien avant que la syphilis ne se répande à la fin du XVe siècle, d'autres infections vénériennes circulaient déjà. Elles affaiblissaient les corps, provoquaient fièvre, douleur, stérilité, parfois la mort. Les clients rapportaient là ces maux dans leur foyer, contaminant leurs épouses et par elles leur descendance. Ces maladies, mal comprises et mal soignées, étaient souvent attribuées à une punition divine. Les prostituées étaient accusées de répandre le mal, décrites comme des instruments du diable. En réalité, elles étaient elles-mêmes les premières victimes, exposées chaque jour, sans protection, sans soin. Le bordel devenait ainsi un lieu de contagion, une menace invisible qui se propageait au cœur même des familles respectables. La violence constituait un autre danger constant. Les clients, souvent ivres, pouvaient se montrer brutaux. Les disputes éclataient pour un prix, pour une jalousie, pour une insulte. Les prostituées étaient les premières à subir ces excès. Coups, viols, humiliations. Elles n'avaient presque aucun recours. La loi les protégeait rarement, car elles étaient considérées comme des femmes de mauvaise vie, indignes de justice. Les tenancières, préoccupées par leur profit, fermaient les yeux. Les hommes de main, censés maintenir l'ordre, se retournaient parfois contre elles. Chaque nuit pouvait basculer dans la brutalité. Les bordels étaient aussi des foyers de rumeurs. Dans ces lieux où les langues se déliaient sous l'effet du vin, où les puissants se croyaient à l'abri des regards, circulaient des confidences compromettantes. Des secrets politiques, des intrigues de cour, des aveux d'infidélité se retrouvaient sur toutes les lèvres. Les prostituées devenaient parfois des gardiennes involontaires de ces secrets. Certaines en faisaient un moyen de pression, d'autres en furent victimes, accusées d'avoir colporté une rumeur qui pouvait coûter la vie. Dans les ruelles,
Les bordels étaient perçus comme des foyers de scandale, où naissaient les histoires les plus sulfureuses. Les autorités elles-mêmes n'étaient pas à l'abri. Il arrivait que des magistrats, des prêtres, des nobles soient surpris dans ces maisons, déclenchant des scandales retentissants. Les chroniques médiévales relatent des affaires où des abbés furent accusés d'entretenir des bordels, où des évêques prélevaient des impôts sur ces lieux tout en prêchant contre la luxure. L'hypocrisie éclatait au grand jour, et la colère populaire se nourrissait de ces contradictions. Mais ces scandales, loin de mettre fin au système, ne faisaient que renforcer son aura mystérieuse. Le bordel restait cet endroit où l'on pouvait tout imaginer, où la vérité se mêlait aux fantasmes. La corruption représentait un autre aspect de ces dangers. Les maisons closes étaient des lieux où l'argent circulait abondamment, mais sans contrôle réel. Les gardes fermaient les yeux en échange de pots de vin. Les autorités toléraient certaines maisons parce qu'elles en tiraient de profit. Les tenancières, habiles, entretenaient des relations discrètes avec des magistrats, s'assurant une protection en cas de problème. Les bordels devenaient des nœuds de pouvoir souterrains, où l'argent et le sexe achetaient le silence et la complicité. Pour les prostituées, le scandale pouvait surgir à tout moment. Une accusation de vol, une bagarre avec un client, une rumeur lancée par jalousie, et leur vie basculait. Elles pouvaient être chassées, battues, emprisonnées, parfois même exécutées. Leur réputation fragile les condamnait à vivre constamment sous la menace. Chaque erreur, chaque faux pas pouvait leur coûter plus cher que tout. Elles vivaient dans une tension permanente entre le besoin de séduire et la peur d'être accusées. Même les clients risquaient à payer gros. Être reconnu en sortant d'un bordel pouvait ruiner une réputation. Les hommes mariés craignaient d'être dénoncés, les prêtres d'être excommuniés, les nobles d'être humiliés publiquement. Pourtant, tous continuaient à franchir ces portes. Cette contradiction alimentait encore plus les rumeurs. Chacun soupçonnait son voisin, chacun imaginait ce que l'autre avait fait derrière ses murs. Les bordels devenaient des machines à fantasmes, autant dans l'imaginaire collectif que dans la réalité. Enfin, les incendies, les pillages et les émeutes ajoutaient une dimension de danger physique. Les bordels, souvent construits en bois, pouvaient s'embraser rapidement. Lors des périodes de famine ou de crise, les foules, en quête de boucs émissaires, s'en prenaient parfois aux maisons closes. On accusait les prostituées de propager le malheur. On incendiait leurs quartiers, on les chassait violemment. Ces explosions de haine révélaient la fragilité de leur statut, tolérés en temps de prospérité, rejetés et persécutés en temps de crise. Ainsi, les bordels médiévaux étaient tout autant des lieux de plaisir que des foyers de danger. Maladies, violences, scandales, corruption, tout s'y mêlait dans une atmosphère sulfureuse. Ils constituaient une soupape sociale, mais aussi une menace constante pour celles et ceux qui y entraient. Chaque rumeur, chaque secret, chaque cri dans la nuit alimentait une légende noire qui entourait ces maisons. Les villes pouvaient les tolérer, les taxer, les protéger parfois, mais elles savaient aussi qu'elles abritaient une part d'ombre incontrôlable. Derrière les lanternes allumées, derrière les façades discrètes, se jouait donc un drame permanent. Le bordel n'était jamais un lieu neutre. Il était le miroir des contradictions médiévales. Condamné mais prospère, toléré mais dangereux, méprisé mais indispensable. Chaque homme qui franchissait sa porte prenait un risque. Chaque femme qui y vivait risquait sa vie. Et c'est dans cette tension entre attirance et peur que se forgea l'image sulfureuse des maisons closes, une image qui marqua durablement l'imaginaire collectif bien au-delà du Moyen-Âge. Toutes les prostituées du Moyen-Âge n'étaient pas vouées à l'anonymat et à la misère. Dans l'ombre des bordels bruyants et des ruelles sordides existait une catégorie de femmes qui échappaient, au moins en apparence, à ce destin commun. On les appelait courtisanes, étahirs ou encore dames de compagnie. Elles ne vivaient pas dans les mêmes conditions que les prostituées ordinaires. Leur univers était celui du luxe relatif, de la séduction raffinée, de la proximité avec les puissants. Mais derrière ces apparences de réussite se cachait une réalité tout aussi fragile, car leur ascension dépendait d'un équilibre précaire entre désir, politique et réputation. Les courtisanes de haut rang ne se trouvaient pas dans les maisons closes publiques. Elles vivaient dans des résidences privées, parfois offertes par un riche protecteur. Leur clientèle n'était pas composée de paysans ivres ou d'étudiants turbulents, mais de nobles, de marchands prospères, de clercs influents. Ces femmes offraient bien plus que leur corps. Elles vendèrent de la conversation, de l'esprit, de la culture. Elles savaient chanter, jouer d'un instrument, réciter des poèmes. Leur séduction n'était pas brute, mais enveloppée d'art et de raffinement. Cette différence tenait autant à leur intelligence qu'à leur beauté. Pour séduire les élites, il fallait comprendre leurs codes, parler leur langue, flatter leurs ambitions. Les courtisanes apprenaient à manier les mots, à écouter les confidences,
à donner l'illusion d'une complicité rare. Elles devenaient des maîtresses de la conversation, capables de passer des plaisanteries aux débats philosophiques. Dans un monde où les femmes avaient peu de voix, elles s'imposaient comme des partenaires intellectuels, même si leur statut restait toujours lié à leur corps. Certaines d'entre elles parvinrent à influencer discrètement la politique. Les nobles et les marchands, ivres de vin et de désir, se confiaient à ces femmes. Elles connaissaient des secrets d'État, des projets de guerre, des complots. Quelques courtisanes utilisèrent ces confidences pour orienter des décisions, protéger leurs intérêts, parfois sauver leur vie. Leur rôle resta caché, mais il fut réel. Derrière le rideau des chambres, des intrigues se nouaient qui pouvaient peser sur les affaires d'un royaume. Mais ce monde de luxe apparent n'était pas dénué de danger. La réputation d'une courtisane était son bien le plus précieux. Une rumeur, une trahison, un mot mal placé, et tout pouvait s'effondrer. Les élites qui les fréquentaient pouvaient les couvrir d'or un jour et les abandonner le lendemain. Leur statut dépendait toujours du bon vouloir des hommes qui les entretenaient. Elles vivaient dans une cage dorée, mais une cage tout de même. Leur image oscillait entre admiration et mépris. Pour certains, elles étaient des muses, des femmes libres, des exemples d'esprit et de beauté. Pour d'autres, elles restaient des pécheresses, des tentatrices, des incarnations du vice. Les artistes, fascinés, les représentaient parfois dans leurs poèmes ou leurs chansons, mais rarement sans ambiguïté. Elles étaient célébrées pour ce qu'elles donnaient, mais jamais considérées comme des égales. La santé et la jeunesse restaient leurs alliés les plus fragiles. Une courtisane pouvait briller durant quelques années, mais vieillir dans ce monde signifiait perdre son pouvoir. Dès que la beauté s'effaçait, dès que les protecteurs se détournaient, elles retombaient souvent dans l'oubli ou la pauvreté. Certaines finissaient leurs jours dans des bordels ordinaires, d'autres cherchaient refuge dans des couvents. Leur gloire passait vite, comme une flamme qui brille intensément avant de s'éteindre. Pourtant, malgré cette fragilité, leur rôle marqua durablement l'imaginaire. Les courtisanes de haut rang furent les premières femmes à se hisser, même brièvement, dans un espace réservé aux hommes. Elles furent écoutées, admirées, parfois craintes. Elles montrèrent qu'une femme pouvait exercer un pouvoir indirect, non par l'épée ou par la couronne, mais par l'intelligence, la parole et l'art de séduire. Elles restèrent prisonnières d'un système, mais elles en repoussèrent les limites. Elles incarnaient aussi le paradoxe du Moyen-Âge. Dans une société obsédée par la pureté et la chasteté, elles représentaient la transgression la plus visible, et pourtant elles étaient recherchées par les plus puissants. Dans un monde où les femmes étaient réduites au silence, elles parvenaient à se faire entendre, mais seulement à travers le désir masculin. Elles furent à la fois des icônes et des ombres, des figures fascinantes mais vulnérables. Les chroniques médiévales gardent peu de leur nom, car l'histoire officielle ne s'intéressait pas aux courtisanes. Mais les murmures, les chansons populaires, les récits transmis oralement conservent des fragments de leur mémoire. Certaines furent connues pour leur beauté extraordinaire, d'autres pour leur esprit acéré. Toutes, cependant, partagèrent le même destin, être admirées sans jamais être reconnues comme des égales. Ainsi, les courtisanes de haut rang ne furent pas seulement des prostituées de luxe. Elles furent des actrices de leur temps, des femmes qui surent utiliser leur position pour exister dans un monde qui les rejetait. Leur vie fut un jeu dangereux, une danse au bord du précipice. Derrière leurs sourires et leurs parures, elles portaient la conscience aiguë que leur pouvoir n'était qu'un miroir fragile, prêt à se briser à la moindre erreur. Et pourtant, leur présence continue de hanter l'histoire. Elle nous rappelle que même dans les marges, même dans l'ombre, des femmes surent créer des espaces de pouvoir et de liberté. Elles ne changèrent pas le système, mais elles y inscrivirent leurs traces. Et c'est peut-être cela au fond qui les rend inoubliables. Les bordels médiévaux, après avoir prospéré pendant plusieurs siècles au cœur des villes européennes, connurent un lent mais inéluctable déclin. Ce déclin ne fut pas soudain, mais progressif, fruit d'un enchevêtrement de peurs sanitaires, de pressions religieuses, de bouleversements politiques et de transformations sociales. Ce qui avait été longtemps considéré comme un mal nécessaire devint peu à peu une menace à abattre, jusqu'à ce que les maisons closes disparaissent des centres urbains ou soient reléguées dans une clandestinité encore plus sombre. La première grande cause de ce déclin fut la peur des maladies. À la fin du XVe siècle, l'Europe fut frappée par une nouvelle épidémie, terrible et mystérieuse, la syphilis. Apparue brutalement dans les années 1490, cette maladie, alors incurable, se propagea avec une rapidité foudroyante. Ses symptômes effroyables, ulcères, déformations, douleurs insupportables, frappaient non seulement les prostituées, mais aussi les clients qui rapportaient le mal dans leur foyer. La syphilis fut perçue comme une punition divine, une preuve que la luxure appelait la colère de Dieu. Les bordels, jusque-là tolérés,
devinrent dans l'imaginaire collectif des foyers pestilentiels, des réservoirs de mort. Les autorités, saisies de panique, commencèrent à fermer les maisons closes au nom de la santé publique. À cette peur s'ajouta la montée en puissance des réformes religieuses. La fin du Moyen Âge vit s'affirmer de nouveaux courants de pensée, plus rigoristes, plus intransigeants envers le vice. Les prédicateurs, portés par un élan de ferveur, s'attaquèrent frontalement au bordel. Ils dénonçaient leur hypocrisie, leur proximité avec les églises, l'argent que les autorités tirèrent de ce commerce. Dans les rues, leurs sermons attiraient des foules galvanisées, qui voyaient dans la fermeture des maisons closes une manière de purifier la cité. Les prostituées, déjà marginalisées, devinrent des boucs émissaires. Elles incarnaient les péchés que la société voulait effacer pour se donner une image de vertu. La réforme protestante, au XVIe siècle, renforça encore ce mouvement. Les nouveaux courants religieux dénonçaient avec vigueur la tolérance des bordels, accusant l'Église catholique d'avoir fermé les yeux trop longtemps sur ce commerce du vice. Dans les territoires passés au protestantisme, les maisons closes furent traquées, détruites, interdites. Mais même dans les pays restés catholiques, l'élan de purification toucha les consciences. L'époque médiévale, avec ses compromis entre morale et pragmatisme, céda la place à une nouvelle ère, plus rigide, où la tolérance du passé fut rejetée comme une faute. Les transformations politiques jouèrent elles aussi un rôle décisif. À mesure que les États modernes commençaient à se structurer, les rois et les princes cherchaient à renforcer leur image d'ordre et de respectabilité. Laisser prospérer des quartiers entiers de débauche ternissait cette image. Fermer les bordels, c'était montrer la force de leur autorité, prouver qu'ils maîtrisaient leur ville et leur peuple. Ces décisions étaient autant des gestes politiques que moraux. Elles affirmaient un pouvoir nouveau, plus centralisé, qui ne voulait plus dépendre des compromis du passé. Ce déclin fut aussi lié à l'évolution de la société urbaine elle-même. Les villes se transformaient, les espaces se redessinaient. Les marchés se développaient, les corporations d'artisans s'imposaient, de nouvelles normes sociales émergeaient. Dans ce cadre, les bordels devinrent de plus en plus gênants. Leur bruit, leur désordre, leurs scandales troublaient l'ordre public. Les bourgeois, soucieux de respectabilité, réclamèrent leur éloignement. Ce qui avait été toléré dans une société plus rude devint insupportable dans un monde où, elles d'image, la réputation et la morale prenaient une importance nouvelle. Pour les prostituées elles-mêmes, cette évolution fut dramatique. Celles qui travaillaient dans les bordels officiels perdaient au moins une forme de protection. Tant que les maisons closes étaient encadrées, elles pouvaient bénéficier d'un minimum de sécurité. Un toit, une tenancière, une relative stabilité. Mais avec la fermeture des bordels, elles furent rejetées dans la clandestinité la plus totale. Elles continuèrent d'exister, bien sûr, car la prostitution ne disparaît jamais, mais elles devinrent encore plus vulnérables. Livrées à la rue, sans protection, elles subirent davantage de violence, davantage d'humiliation. L'hypocrisie persistait. On supprimait les maisons closes au nom de la morale, mais on ne supprimait pas la demande des clients. Le commerce se poursuivit, simplement plus caché, plus dangereux. Certains bordels résistèrent malgré tout, profitant de la complicité des autorités locales. On fermait officiellement, mais on laissait subsister quelques maisons dans les marges, parce qu'elles restaient une source de revenus. Mais cette tolérance devint de plus en plus fragile. La clandestinité imposait des pots de vin plus importants, des protections plus coûteuses. Les prostituées, elles, payaient toujours le prix fort, sacrifiées sur l'autel de l'honorabilité publique. Le déclin des maisons closes médiévales illustre ainsi un changement profond dans l'histoire européenne. Le passage un monde médiéval, fondé sur le compromis entre vice et vertu, à un monde moderne obsédé par la discipline et la réputation. Ce qui avait été accepté comme un mal nécessaire devint un scandale insupportable. Les lanternes qui éclairaient autrefois les entrées des maisons closes s'éteignirent, une à une, remplacées par les ombres des ruelles où les prostituées continuaient malgré tout de vendre leur corps. Mais ce déclin ne fit pas disparaître l'imaginaire des bordels. Bien au contraire, leur fermeture les enveloppa d'un voile encore plus mystérieux. Ils devinrent des lieux de fantasmes, de récits sulfureux, de souvenirs honteux. Dans la mémoire collective, ils restèrent associés à la fois au plaisir et au danger, à la fascination et à la condamnation. Leur disparition officielle ne fit que renforcer leur aura clandestine. Ainsi, la fin des maisons closes médiévales ne fut pas une victoire de la morale, mais une mutation du système. Les villes se donnaient une image de pureté, mais le commerce du sexe continua, plus invisible et plus violent. Les prostituées perdirent leur rare protection et sombrèrent davantage encore dans la misère. Les bordels disparurent en surface, mais leur fantôme continua de hanter les ruelles des cités, rappelant que l'hypocrisie sociale ne meurt jamais vraiment.
L'histoire des bordels médiévaux nous entraîne dans un univers où se croisent l'ombre et la lumière, la honte et l'attrait, le mépris et l'indispensable. Derrière leurs portes closes, c'est toute une société qui se révèle, avec ses contradictions criantes, ses hypocrisies assumées et ses drames silencieux. Car les maisons closes ne furent jamais de simples lieux de plaisir. Elles furent des institutions, tolérées, taxées, parfois même protégées, tout en étant publiquement condamnées. Elles incarnaient le paradoxe du Moyen-Âge, ce temps où l'on construisait des cathédrales tout en tirant profit de la chair des plus vulnérables. Au fil de ce récit, nous avons vu naître ces bordels dans les villes en expansion, prospérer grâce aux taxes municipales et aux besoins insatiables d'une clientèle diversifiée, puis décliner sous le poids des maladies, des réformes religieuses et des mutations sociales. Nous avons pénétré leurs murs pour sentir les odeurs de vin et de sueur, entendre les rires forcés et les disputes violentes, apercevoir la fatigue des femmes et l'avidité des hommes. Nous avons suivi la vie quotidienne des prostituées, faite de contraintes, de dettes et de solitude, mais aussi de petites solidarités. Nous avons observé la diversité des clients, du paysan au noble, du soldat à l'étudiant, tous unis par le même désir d'oublier. Nous avons découvert le rôle ambigu de l'Église, condamnatrice en parole mais profiteuse en actes, et celui des autorités urbaines, prêtes à fermer les yeux tant que l'argent coulait. Les bordels médiévaux furent des miroirs. Ils reflétaient la société qui les abritait. Une société à la fois stricte et permissive, obsédée par la pureté, mais incapable de se passer du vice. Ils furent des soupapes, canalisant les désirs masculins pour protéger les familles, mais au prix de la vie des femmes sacrifiées. Ils furent aussi des lieux de pouvoir, où les courtisanes les plus habiles purent influencer discrètement les élites. Et enfin, ils furent des foyers de peur, nourris de rumeurs, de scandales, de maladies et de violences. Leur déclin ne signifia pas la fin de la prostitution, mais sa transformation. En fermant les maisons closes, la société médiévale crut purifier ses villes, mais elle ne fit que rejeter plus loin la réalité. Les prostituées devinrent encore plus invisibles, plus vulnérables, plus exposées. Le vice n'avait pas disparu. Il s'était seulement caché dans l'ombre. L'hypocrisie collective resta intacte, car les besoins demeuraient, mais les protections s'étaient effacées. Cette histoire nous rappelle une vérité troublante. Les sociétés humaines ont toujours trouvé des moyens de justifier leurs contradictions. Elles ont toujours su dissimuler ce qui les gênait, tout en continuant à en profiter. Les bordels médiévaux furent l'incarnation de cette duplicité. Ils furent honnis et nécessaires, méprisés et lucratifs, rejetés et fréquentés. Leur existence révèle combien le Moyen-Âge, loin d'être un bloc uniforme, était traversé de tensions, de paradoxes, d'arrangements entre l'idéal et le réel. Alors que nous refermons ce récit, il reste une image persistante, celle des femmes elles-mêmes, invisibles dans les chroniques officielles, absentes des monuments, oubliées des grandes fresques. Elles furent pourtant au cœur de cette institution. Leur vie brisée, leur rire forcé, leur fatigue silencieuse composent la trame invisible de l'histoire. Elles furent utilisées, sacrifiées, mais sans elles, ce système n'aurait pas existé. Leur mémoire mérite de ne pas s'éteindre. Avant de clore, laissez-moi vous poser une question. Que ressentez-vous après ce voyage dans les ruelles sombres et les maisons closes du Moyen-Âge? Peut-être de la tristesse, peut-être de la révolte, peut-être une curiosité renouvelée. Dites-le-moi en commentaire, car vos mots prolongeront cette mémoire oubliée. Et si ce récit vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres histoires apaisantes, où l'histoire humaine, dans toute sa complexité, vient se raconter au creux de la nuit. Maintenant, imaginons que nous refermons doucement la porte de ce bordel médiéval. La lanterne s'éteint, les rires s'effacent, les pas résonnent dans la ruelle. Le silence revient. Mais derrière ce silence, il reste une vérité. Ces lieux si décriés ont façonné des siècles entiers, et leurs fantômes continuent de hanter notre mémoire collective, comme une leçon, comme un avertissement, comme un écho du passé qui ne doit pas être oublié.